Donc voilà, donc je disais donc, on a regardé, donc on a calculé les précipitations efficaces, c'est-à-dire la différence entre la pluie et l'évapotranspiration, qui sont donc les précipitations susceptibles de s'infiltrer. Et puis on les a comparées à ce que voit la nappe, c'est-à-dire aux variations de quantité d'eau dans la nappe qui sont mises en évidence par les variations piézométriques. Et en comparant les deux, on se rend compte que l'infiltration de la pluie efficace ne représente que 15 à 25% de la recharge de la nappe alluviale. Si on regarde sur le graphique ici, dans une année météorologique normale, il pleut environ 800 mm d'eau en une année sur la plaine alluviale, et donc on se situe ici entre 15 et 25% d'infiltration, enfin de la recharge qui est apportée par l'infiltration des pluies efficaces. J'ai la main. On ne dirait pas. Oui, j'ai pas la main pour. Oui, en fait, tu as dû la perdre. Je te la redonne. Bah, ou tu peux passer au transparent suivant. Non, bah, c'est toi qui as. Voilà, excusez-moi. Donc ensuite, on s'est intéressé à l'impact du changement climatique sur la recharge de la nappe alluviale. Donc pour cela, on a utilisé des projections climatiques, des prévisions de pluie, de température et d'évapotranspiration futures. Alors, il existe de nombreux modèles qui permettent de faire ces projections climatiques. Ils donnent des résultats qui sont un peu différents. Il y a une incertitude sur les valeurs absolues fournies par ces modèles. Néanmoins, si vous regardez sur le graphe qui est présenté ici, donc ça représente les précipitations efficaces. En jaune, non, c'est que c'est bon. Oui, pardon. Oui, donc les précipitations efficaces que nous avons calculées donc avec les différents modèles de projection climatique. Donc on voit que les valeurs sont, on a 5 modèles différents. Les valeurs ne sont pas toutes au même niveau. En revanche, si on regarde, on compare les barres bleues, donc qui sont les valeurs pour la période présente, la période de référence entre 1980 et 2010, et la barre jaune qui est la prévision à l'horizon 2080 de précipitations efficaces, on voit que tous les modèles prévoient une diminution de l'ordre de 15 à 20% de cette précipitation efficace. Donc c'est d'autant moins, c'est de l'eau qui ne pourra pas recharger directement la nappe, mais également qui ne sera pas apportée au débit de la Roya, qui donc ne pourra pas, qui alimentera elle-même moins la nappe. Voilà. Donc une autre partie de notre travail s'est focalisée sur l'étude des échanges nappe-rivière. Donc pour nous, les objectifs étaient de qualifier, de quantifier les mélanges entre les eaux de la rivière, enfin des rivières, de la Bévéra et de la Roya, et les eaux souterraines. C'était de mieux comprendre l'organisation des écoulements dans l'aquifère et également d'obtenir des informations sur l'âge de l'eau souterraine. Donc pour ça, nous avons mis en place une instrumentation qui nous a permis de faire des mesures ponctuelles ou continues de la piézométrie, de la température, de la conductivité dans les eaux souterraines au niveau du champ captant de Pora. Et puis, nous avons également réalisé des prélèvements des eaux de surface, donc des eaux de la Bévéra et de la Roya, et des eaux souterraines dans toute la plaine alluviale pour pouvoir faire des analyses géochimiques et isotopiques. Alors, donc, regardons d'abord le champ captant de Pora. Donc, c'est un champ captant qui est composé de deux puits, le puits nord, qui est le NSE 1006, le puits sud, NSE 1011, et qui a la particularité d'être équipé de drains rayonnants. Donc, il y a des drains qui sont situés à 20 mètres de profondeur, qui sont connectés au puits, et l'eau est pompée dans les puits. C'est assez peu classique comme configuration. Vous voyez sur cette photo l'emplacement des différents piézomètres qui nous permettent de suivre la piézométrie, de nous et nos collègues de l'ARPAL, bien sûr, de suivre la piézométrie dans le champ captant et autour. Et puis également ici un forage de reconnaissance, le FR2, qui a été mis en place spécifiquement pour le suivi dans le cadre du projet. Donc nous voyons ici sur cette photo le FR2 avec la tête de puits.
qui est donc situé à côté du puits d'exploitation NSE 1006, le puits Nord. Alors dans cet ouvrage FR2, nous avons réalisé des diagraphies en février 2019 qui ont permis de mesurer, d'établir des profils en fonction de la profondeur, de la température, de la conductivité et de l'oxygène dissous. Ce que l'on constate, c'est que dans les 20 premiers mètres de l'aquifère, les propriétés sont relativement homogènes pour les 3 paramètres qui sont mesurés. En revanche, à partir de 25 mètres de profondeur, on se retrouve dans une zone moins perméable et avec des caractéristiques qui sont différentes. À partir de ces résultats, nous avons pu déterminer les emplacements, les meilleurs emplacements pour positionner des capteurs de température, donc 7 capteurs de température, 2 capteurs de pression et 2 capteurs de conductivité que l'on a positionnés dans le puits FR2 pour faire des mesures en continu cette fois. Donc sur le diagramme ici, à droite, on a représenté l'évolution de la température mesurée dans le forage FR2 à différentes profondeurs. Et on constate que pour tous les capteurs positionnés dans les 25 premiers mètres, on a une évolution qui est tout à fait similaire, avec donc une variation, une amplitude annuelle de l'ordre de 9-10 degrés. Par contre, pour le capteur qui est positionné en profondeur, à 30 mètres de profondeur, là, on mesure une température très constante au cours de l'année. Alors, on peut comparer cette évolution de température dans l'aquifère à l'évolution de la température de l'eau de la Roya. Donc ici, sur le diagramme, ici, vous voyez, nous avons reporté les évolutions de température mesurées dans l'aquifère. Donc ici, c'est dans le puits NSE 1006, le puits d'exploitation. Ici, le diagramme, enfin la courbe que je viens de vous commenter dans le forage FR2. Et nous avons reporté l'évolution de la température mesurée dans la Roya, enfin estimée dans la Roya, au nord du champ captant, ici. Alors, ce que l'on constate, c'est que d'une part, bien sûr, l'amplitude de variation annuelle est bien moins importante dans l'aquifère que directement dans l'eau de la Roya. Mais on constate également qu'il y a un déphasage entre les pics de température et qu'il est de l'ordre de 70 jours environ, dans ce cas précis. Donc, nous avons essayé de modéliser en fait ces transferts thermiques et on arrive assez bien, ici on le voit, on reproduit assez bien les données observées de température dans l'aquifère à partir des données de température de la Roya en utilisant un modèle piston dispersif. Donc ça veut dire qu'on met en évidence un écoulement entre la Roya, entre les eaux de la Roya et les eaux de la nappe au niveau du champ captant, et donc des transferts advectifs de température. Et puis, on met en évidence un déphasage, donc un temps de transfert entre les deux systèmes. Si on applique le même modèle aux différents points où on mesure la température, on se rend compte que le temps de transfert est variable. Il est compris entre 10 jours et une centaine de jours. Donc, c'est hétérogène. Cela montre une hétérogénéité de l'aquifère au niveau du champ captant, qui est sans doute liée à la présence des lentilles argileuses qui ont déjà été mentionnées par les géologues. Alors, le deuxième volet de l'étude des échanges nappes-rivières donc repose sur des campagnes de prélèvement, sur des prélèvements d'échantillons. Donc, nous avons mis en œuvre 2 campagnes, une en basse eau en octobre 2018 et une en moyenne eau en mai 2019. Et ainsi, 17 ouvrages d'eau souterraine ont été prélevés, répartis sur toute la nappe, et 4 points pour les eaux de surface, 2 prélèvements dans la Roya, 2 prélèvements dans la Bévéra. Les analyses que nous avons pu effectuer sur les échantillons prélevés sont de plusieurs ordres. D'abord des analyses chimiques qui concernent les éléments majeurs comme le chlore, le sulfate, le calcium, ou des éléments traces comme le strontium, le bore ou le lithium.
Nous avons également réalisé des analyses des isotopes de l'eau, oxygène 18 et deutérium et du strontium. Donc ça nous permet d'obtenir des informations sur l'origine de l'eau, les interactions entre les eaux et les roches, et sur les mélanges des différents pôles de l'eau. Ensuite, nous avons mesuré des gaz dissous anthropiques, donc les CFC, les chlorofluorocarbones et les SF6. Donc ça nous donne des informations sur l'âge de l'eau et sur les contaminations anthropiques éventuelles. Et enfin, des analyses de gaz nobles, argon et néon, qui nous donnent des informations sur la température de la recharge de l'aquifère. Alors, je ne vais pas présenter tous les résultats obtenus, quelques résultats importants. D'une part, des résultats obtenus sur l'eau à l'aval de la confluence de la Bévéra et de la Roya, ici. Alors, on a constaté que l'eau de la Bévéra, les eaux de la Bévéra sont enrichies en strontium et en sulfate par rapport aux autres eaux qui ont été prélevées. Et sa signature, en fait, de cette eau apparaît contrôlée par les évaporites du Trias, qui sont des formations traversées par la Bévéra en amont de notre zone d'étude. Or, ces fortes concentrations en sulfate et en strontium, on retrouve ce signal en fait dans tous les forages, dans tous les échantillons qui ont été prélevés dans les forages à l'aval de la confluence. Donc ça nous montre que l'eau de la Bévéra, qui s'infiltre quasiment en totalité en basse eau, donc cette Bévéra influence l'eau de la nappe alluviale. Et il y a également la particularité qu'on constate une stratification de la qualité de l'eau, c'est-à-dire que dans tous ces forages situés à l'aval, les traces de sulfate, enfin les marqueurs en sulfate qui marquent l'eau de la Bévéra, se retrouvent dans les échantillons prélevés dans la zone la moins profonde. Par contre, dans la partie la plus profonde de l'aquifère de la nappe, on ne les retrouve pas. Donc on a une stratification de la qualité. Donc tous ces éléments, on les retrouve sur le diagramme ici, représenté ici en bas à droite, où on voit l'eau de la Bévéra, un pôle caractéristique de l'eau de la Bévéra, un autre pôle caractéristique des eaux de la Roya, et tous les échantillons prélevés à l'aval de la confluence se situent entre les deux pôles, alors que les échantillons prélevés en amont de la confluence se situent à l'extérieur de ces deux pôles. Si on se concentre maintenant sur les résultats obtenus au niveau du champ captant de Pora, on a constaté donc que la signature isotopique des eaux de la Roya était très différente de celle des eaux mesurées des eaux prélevées dans l'aquifère, et ça met en évidence en fait ça nous a permis de mettre en évidence des transferts de masse entre le fleuve, la Roya, et la nappe alluviale, et ces transferts ne sont pas immédiats. On a bien des temps de transfert, et comme pour ce qu'on avait déjà observé en analysant les températures, les temps de transfert varient d'un puits à un autre. Toujours sur le champ captant de la Roya, l'analyse des gaz dissous anthropiques nous a apporté également des informations intéressantes. Donc d'une part, on a pu déterminer l'âge de l'eau et se rendre compte que l'eau de l'aquifère est une eau récente, c'est-à-dire vraiment subactuelle. C'est l'année 1 ou 2 ans précédant le prélèvement, donc au cours de l'année hydrologique, on va dire. On a également mis en évidence une pollution anthropique liée au CFC 11 et 12. Donc ces polluants, en fait, peuvent être apportés dans l'aquifère par la recharge pluviale. Dans ce cas-là, leur concentration ne peut pas dépasser la concentration, et au maximum égale à la concentration que l'on trouve dans l'air. Or, si on regarde le diagramme en bas à droite, la concentration dans l'air, c'est ce qui est ici en vert, et on voit que tous les échantillons qui ont été analysés autour du champ captant de Pora ont des concentrations plus importantes que la concentration de l'air. Donc ça montre qu'il y a une pollution qui vient d'autre part, qui est une pollution anthropique. Donc sachant que ces
Ces composés sont interdits depuis les années 90 à peu près, et que c'est des composés qui étaient utilisés auparavant beaucoup dans les frigos, les climatisations, les aérosols. Il est possible en fait qu'il y ait un dépôt sauvage quelque part en amont du champ captant qui relâche ces polluants et que l'on retrouve dans l'aquifère. Et enfin, une dernière remarque, c'est qu'on a également retrouvé la stratification verticale de la qualité de l'eau de l'aquifère qu'on avait déjà observée précédemment. On la retrouve ici sur l'analyse des gaz dissous. Voilà, donc une fois que, enfin, toutes ces analyses étant faites, nous avons essayé de synthétiser en fait toutes les connaissances acquises, toutes les données acquises, ainsi que les données qui étaient précédemment connues, qui avaient été apportées par les projets précédents, hein, Eurobassin, RISC-NAT, Europa. Donc tous ces éléments nous ont permis de proposer un schéma conceptuel de fonctionnement de l'aquifère et du système, de l'hydrosystème, et d'essayer de proposer aussi un premier bilan hydrologique. Donc j'ai représenté ici la nappe alluviale ainsi que la Roya et la Bévéra, et donc les principaux flux qui vont alimenter et les principaux flux d'échange en fait entre ces deux hydrosystèmes. Donc nous avons le débit d'entrée de la Roya quand elle rentre dans la nappe alluviale, bien sûr. Donc on ne le connaît pas précisément, mais on a un point de mesure à une station un peu plus haut à Hérol. Il est possible que une nappe qui serait située en amont, enfin que des écoulements souterrains amont viennent alimenter la nappe alluviale, donc dans sa partie ici, très en amont, mais on n'a pas d'éléments pour ni le quantifier ni le certifier, donc c'est un point d'interrogation, hein. Alors je vais de l'amont à l'aval, on va regarder. Donc ici, nous avons un retour de la station de la centrale hydroélectrique de Tirreno Power, hein, qui rejette de l'eau qui a été dans la Roya, de l'eau qui a été prélevée plus en amont. Nous avons vu que la nappe alluviale est rechargée par la pluie directement, donc nous avions évalué cette recharge. Ensuite, tout le long de la plaine, nous savons qu'il y a des échanges entre la nappe et la rivière, mais pour l'instant, nous ne savons pas les quantifier. Il y a des prélèvements que nous avions quantifiés également. Et puis, donc, évidemment, Federico en a parlé aussi, le ruissellement, toute l'eau la pluie efficace qui tombe sur le bassin versant de la plaine alluviale, sur la partie imperméable, va ruisseler et venir alimenter la Roya tout au long de sa traversée de la nappe alluviale. En dernier lieu, nous avons bien sûr le débit de la Roya au niveau de l'exutoire à la mer, et également les échanges entre l'aquifère et la mer, donc qui peuvent être dans les deux sens, hein, et que nous ne savons pour l'instant pas quantifier. Alors, pour essayer de valider ce modèle conceptuel, de consolider le bilan hydrologique, et puis également pour reproduire les observations de piézométrie et de débit, nous avons également construit un modèle numérique. Donc, nous avons utilisé le modèle MART, qui est un code hydrodynamique du BRGM, un code aux différences finies, donc la même technique numérique que MODFlow. Nous avons importer donc le modèle géométrique des alluvions dans ce code. Donc vous voyez ici quelques coupes, je vous propose quelques coupes. L'aquifère est séparé en 3 couches pour délimiter les propriétés un peu différentes des alluvions, selon qu'ils sont plus anciens ou plus récents. Et dans le modèle, nous avons pris en compte de façon explicite les échanges entre la nappe et la rivière. Alors le modèle, pour l'instant, le modèle a pu être calé uniquement en régime permanent. Les premières, donc vous voyez ici une sortie de la carte piézométrique calculée par le modèle, dans une situation de moyenne ZO, on va dire. Les premiers éléments apportés par le modèle sont d'une part que donc, la nappe a une perméabilité très élevée au moins pour les 2 premières couches. Donc on retrouve des valeurs similaires à ce qui a déjà été mentionné précédemment.
Nous avons également pu nous rendre compte en fait que les apports de la rivière à la nappe sont à peu près du même ordre de grandeur que les prélèvements, de l'ordre alors c'est pas une valeur, sûre, enfin certaine, il y a une incertitude autour de cette valeur, mais on est autour de, on va dire 35-40 millions de mètres cubes, hein, quelque chose comme l'équivalent des prélèvements. Et puis, une remarque importante aussi, c'est que de façon générale, à peu près sur une grande partie, la nappe alluviale est déconnectée de la roya. Il n'y a pas de contact direct, c'est-à-dire que le niveau de la nappe est largement inférieur à l'altitude du fond de la rivière. Ce n'est pas vrai pour la Bévéra qui, elle, est plus en contact avec la nappe. Voilà, donc ce modèle hydrogéologique numérique va pouvoir nous servir pour simuler des scénarios d'exploitation de la nappe, pour tester des différents régimes. Il pourrait nous servir également pour évaluer l'influence du colmatage du lit de la rivière, pour essayer d'analyser et comprendre le phénomène qui s'est produit au mois d'octobre. Il pourrait également nous servir pour simuler la propagation d'une pollution et évaluer les temps de transfert pour savoir comment mettre au mieux des solutions de remédiation et de préservation. Donc c'est un outil de gestion qu'il faut continuer à faire évoluer, à enrichir. Et pour ça, notamment, il faut vraiment que l'on dispose de mesures de débit de la rivière plus précises et plus nombreuses dans différentes sections, qu'on précise également la géométrie du lit de la rivière, parce que c'est un paramètre qui contrôle énormément les résultats et pour lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Qu'on intègre sans doute dans le modèle tous les éléments présentés par l'ARPAL au niveau et qui nous fournissent des précisions sur la géométrie de l'aquifère, notamment au niveau du contact avec la mer. Et voilà, ça nous permettra d'améliorer le modèle. Voilà, juste pour finir, la liste de toutes les personnes de l'ARPAL et du BRGM qui ont travaillé sur le projet Concerto. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par rapport aux résultats qui ont été présentés.